just hanging on a swinging door somewhere. Dead in danger along the airways, flying the only lesson. If only I could reach you for someone to tell. But I'm not a wasted morning from hell to hell. Si oui. Bonjour Pierre. Ouais. Je voulais te demander, pour commencer, toi, quel a été ton premier contact significatif avec la musique? Significatif, Ouais. je pense que c'est en secondaire 2 ou 3, peut-être que j'avais 13 ans. Ouais. J'étais allé chez un de mes amis qui allait à l'école avec moi au séminaire Saint-François. J'avais été chez lui. Et puis lui venait du Nouveau-Brunswick, donc il y avait un peu plus de bagage que moi dans les disques. Et puis il m'avait fait écouter le premier Johnny Winter qui est live, qui s'appelle Johnny Winter and Live, enregistré au Fillmore East. Puis au niveau significatif, quand j'ai entendu la guitare, j'ai fait un choc, un premier choc, là, du sens que j'étais complètement bouleversé. Là, j'avais peut-être 13 ans. OK. Ça a été comme, pas un mauvais choc, mais un choc comme une vibration que je n'avais pas ressentie. Le blues s'inscrit dans ta musique. D'où vient-il? Le blues ne s'inscrit pas dans ma musique, le blues s'inscrit dans ma vie. C'est très différent parce que tu peux être un gars qui est bien mentalement, puis bien dans sa peau, puis over the top, en forme, toute la kit qui joue du blues. C'est la différence entre un bluesman dans l'ombre et un bluesman dans la guitare. Moi, le blues il est dans l'ombre, c'est comme sans vouloir embarquer vraiment dans ça, puis mettons familial, émotionnel, racisme. C'est dans ça que le blues est venu dans l'ombre à l'âge de 5-6 ans. 5-6 ans? Oui, dans le cours d'école de Saint-Claude-Gonzague, sur le ruche. Ah, OK. Là, mes frères étaient là, pensionnaires, avec des religieuses, des règles strictes. Tu vois tes parents 2 fois par année, puis tu as l'impression d'être en prison, puis tu comprends pas, puis là, tu es un Indien en plus, puis quand même que j'ai la peau blanche, j'ai le nom qui va avec, puis on entendait parler, tu sais. Tout ça, là, un peu dans... Donc, ça t'a... Ben, ça m'a renfermé sur moi-même, ça m'a comment je dirais ça, dans une cour d'école actuelle, je serais plus le taxé que celui qui taxe. Fait que j'étais comme renfermé sur moi-même, timide. Puis je suis encore comme ça. T'es un peu en marge. Ben, en marge, oui. Ça fait mon affaire pareille. Tu sais, je me sens, la plupart du temps, je me sens bien ou je me guéris l'âme quand je suis seul. Surtout avec ma guitare. Mais, donc, je ne suis pas le phénomène social up-tempo. Voilà. Tu trouves une certaine liberté dans ta vie. Absolument. Ouais, c'est ce qui me guérit. OK. Donc, c'est intéressant. Il y a quelque chose d'assez typique ou d'assez spécial à Gilles Sioui, c'est que c'est comme artiste de la musique. Moi, je trouve que Gilles Sioui porte plusieurs chapeaux. Plusieurs chapeaux. Bon, d'abord, maintenant, tu as eu plusieurs bandes ou formations, tu as différents bandes ou différents avec lesquels tu peux jouer selon les circonstances. Oui, oui, oui. OK? Donc, c'est un phénomène un peu spécial. Tu as comme différents réseaux de musiciens pour différentes fonctions ou différentes circonstances. Tu m'expliques un peu l'évolution de tout ça, parce que c'est assez... Je suis d'accord avec toi. Moi, je me trouve, à ce niveau-là, je me trouve extrêmement chanceux. C'est ce qui fait que la vie n'est pas le jour de la marmotte à tous les contrats. Parce que si je faisais des spectacles de Gilles Sioui à longueur d'année, je me tanne assez vite de moi-même. C'est venu par des circonstances, par un travail que tu as fait avec un qui était apprécié par l'autre, que ça se parle, puis que, à quelque part, comme j'ai appris l'école du blues, je joue pas de guitare pendant que c'est-à-dire, je joue pas de solo ou de licks pendant que les chanteurs chantent. Ce que Kevin Parent disait au début, il dit, moi, ce que j'aime de toi, c'est que tu blastes pas pendant que je chante. J'ai dit, Kevin, moi, je suis comme B.B. King. Tu chantes, je réponds. Tu chantes, je réponds. Comme lui, il fait, comme Albert King fait, il va chanter, la guitare sur le côté, il
va se répondre. Fait que moi, je suis né avec cette école-là. Les chanteurs apprécient tout ça. J'en connais pas un qui ne l'apprécie pas de ne pas se faire piler sa tête par un guitariste égocentrique. I might be going wrong. So people stop finding this way. I might be going wrong. So people stop finding this way. Take a look at the sunrise, baby. It might not be another day. Just can't believe, baby. I can't see why we've got her so badly. Just can't believe it. Just can't see why we got her so badly. Just think about her love, baby. It might not be another day. I wouldn't mind another day, baby. Dans le band de Bob, Oui, j'ai joué dans le band de Bob. Là, on a fait un bon bout avec ça. Bon bout avec ça. Après ça, j'ai reparti comme un trio. Et puis, à un moment donné, Stephen Barry Band jouait au Figaro. Puis, ils m'ont offert une audition de jammer. Puis, 2 jours après, ils m'ont fait un job. Puis, là, je suis monté à Montréal pendant 1 an. Tu remplaçais un de tes guitaristes qui était parti? Non, il n'est pas parti. Il a peut-être changé de guitariste. OK. Ouais. Donc, tu as fait un bout avec Stephen Barry. Bob Walsh, il y a David Cardy aussi que je jouais avec Bob Walsh. As-tu joué après toi? Oui. OK. Après, ça a été comme. David est arrivé au Québec. Là, après tout ce que je compte, là, après Stephen Barry, après toute cette gang-là. Puis, moi, j'étais déjà. Bon, on jouait en trio à ce moment-là, après Bob. Ouais. Puis après Stephen, j'étais trop dans la musique, puis pas assez dans la nourriture puis dans le repos. Puis j'ai eu comme un breakdown. C'est sérieux, à 24 ans. Obligé de revenir à Québec, puis travailler encore un bout là, pour me refaire une santé avant de repartir pour. Combien de temps tu étais à Montréal, Stephen Barry? Un an à peu près. OK. Ouais. Donc, parle-moi de Stephen Barry, parce que quand même, au Québec, moi je l'ai déjà vu Café Campus accompagné de Beau Diddley, puis c'était quand même un peu la référence au Québec, je pense. Oui, moi je me trouvais là, chanceux dans un premier temps, déjà au début de jouer, c'était mes 2 idoles. C'est encore mes 2 idoles du blues au Québec. Il n'y a jamais rien que j'ai rencontré de plus intègre, de plus vrai que ces 2 gars-là. Stephen Barry, Bob Walsh. Stephen Barry, Bob Walsh. Parler de Stephen Barry, ben, le
catalogue, la plus belle école, le bluesman, là, un écrivain. Ses textes sont très, très, très sensibles. C'est un gars qui est toujours plaisant de passer du temps avec. Ça peut être en autobus comme en camion. La plus belle école de blues, là, parce qu'on a aussi, pendant ce temps-là, on a joué avec Big Mama Thornton, on a joué avec Big Moose Walker. On a fait une couple de petits monsieur que je me souviens pas le nom. Puis c'était vraiment comme une explosion de joie pour moi là, de vivre ces trucs-là. Parce qu'en fin de compte, lui, il était le local band pour bien des gros noms, des gros bluesmen noirs des États-Unis qui venaient au Québec, à Montréal, au Québec. Oui, puis c'est du monde, même avant de jouer de la guitare, j'étais batteur, mais je commençais à aller checker là, les groupes en ville, là, dans tous les bars, puis j'allais voir Bob puis Stephen Barry, même quand je jouais de la batterie, puis j'étais là, c'est ça que je veux faire dans la vie. Là. Ils m'ont bien allumé, là, parce que comme on ne pouvait pas voir de nos yeux John Mayall ou les Stones, des bons bluesmen, ben, quand tu voyais eux autres dans le bar, là, ça commandait. C'était vraiment stupéfiant. C'était aussi fort que John Mayall, aussi bon, aussi valable. Oui, puis il était. C'est quand même significatif aussi que ce soit des anglophones. Il était connecté directement sur la musique anglophone. Des vrais de vrai. Puis c'est ça, Stephen Barry et sa gang, parce que c'est musicien, parce qu'il y a quand même toujours eu un groupe de musiciens autour de lui, là, qui tricotait assez serré, assez intègre, justement, comme tu disais tantôt, et très dédié à la cause. Ouais. J'ai encore fait un spectacle cet hiver avec, j'étais invité spécial, j'étais content. Il y avait Stephen Barry, il y avait le batteur Gordy Allison, il y avait Andrew Cohen, puis il y avait Jordan Officer sur le même scène que moi. Puis on jouait tous les 5 ensemble, puis à un moment donné, je m'en revirais de bord. Je me dis, c'est tout un trip, là, puis ça allait bien, il n'y a pas eu de pilage sur la tête, pas d'égo, rien. Là. On se regardait après le tourne, puis on se faisait des clins d'œil, c'était vraiment comme très, très, très puissant, là, puis très. Pas de guerre de guitaristes, là, vraiment comme tout ensemble. Ça a été vraiment une soirée, là, ça a été une de mes belles soirées de ma vie. Ça. Encore de rejouer avec ces gars-là plus tard, beaucoup plus tard, j'ai reconstaté encore que du monde comme Andrew Cohen, c'est un nom qu'on n'entend pas dans les discussions de taverne de bluesman, puis c'est qui est le plus hot, puis le plus fort, le plus fin. Puis je le regardais jouer, puis je me dis, c'est un monstre total. J'en ai eu un choc, là. C'était. Et puis, Bob Walsh à Québec, tu sais, Bob Walsh, c'était Monsieur Blues à Québec, Bob Walsh. Ouais, moi je me dis qu'on est peut-être plus chanceux qu'on le pense d'avoir grandi avec du monde comme ça, parce que, bon, Bob, moi je le mets dans la même catégorie, et des grands bluesmen et des grands jazzmen, pour la raison qu'il va faire un spectacle de blues, mais sa voix va changer d'un soir à l'autre, comme un saxophoniste de jazz qui improvise, qui est libre complètement. Ça veut dire que c'est comme du jazz dans le blues, puis l'intégrité est à 100%. Dans mon livre, moi, c'est très rare là, de voir tout ce talent-là, puis dans toute cette intégrité-là. En tout cas, moi, j'en ai pas vu beaucoup. Oui, c'est ça, il est assez. On se trouve être chanceux, je trouve, d'avoir baigné là-dedans. Moi, quand j'étais beaucoup plus jeune, j'allais voir Bob jouer tout seul dans les bars, et je me disais, est-ce que le monde réalise, le monde, il jasait autour, je me disais, est-ce que le monde réalise qui ont devant lui, qui ont devant eux autres? C'était ça, ma question. La plupart du temps, c'était non. Ouais, c'est ça, Kevin Parent. On parle de Kevin Parent. Tu sais, il n'était pas connu, là. C'était un gars de Saint-Omer, je pense, en Gaspésie. Qui jouait de la guitare, qui écrivait des tunes. Comment tu as eu contact avec lui? Parce que moi, quand tu m'as parlé de Kevin Parent, tu sais, je me dis, bon, c'est qui ce gars-là? Le contact avec Kevin Parent s'est fait par Pierre Duchesne, qui est le copain de Claire Petit. Moi, j'avais joué avec Mike Robertson, je pense, au festival de Carleton, le fameux festival de Carleton. Kevin m'avait vu jouer là, puis il avait demandé, à ce moment-là, c'était Pierre qui réalisait son disque. Il avait demandé
demandé à Pierre s'il me connaissait. Puis là, Pierre vient dire oui, je viens de travailler avec sur un CD pour le groupe Cashton. Fait que là, il a demandé à Pierre de me rejoindre pour venir jouer sur son disque, ou du moins faire un petit essai pour la pré-production. Ça a fini par le disque. OK, donc le premier disque, là, c'était toi qui étais le guitariste là-dessus? Non, j'étais un des guitaristes. Il y avait, que je pourrais dire, le seul pas connu. Il y avait Rick Hayward là-dessus, il y avait Régent Bouchard, il y avait Bob Cohen, il y avait Christian Turcotte, il y avait Jeff Smallwood. Toute une brochette? Toute une brochette. Comme je te dis, j'étais le seul pas connu. Okay. En fait, c'était la brochette de Montréal, le A-Team de Montréal. C'est ça? Ouais. À ce moment-là, bon, lui, il t'avait entendu, il y avait quelque chose qui... sais-tu un peu pourquoi il t'a demandé? Probablement qu'il y a quelque chose qui a cliqué dans sa tête. Je ne sais pas, je peux pas dire qu'est-ce qu'il a fait pour lui, le déclic, mais il avait demandé à Pierre que je vienne essayer une couple de tonnes sur sa pré-production du premier disque. Puis je pense que ça l'a plutôt bien été parce que moi, je suis arrivé chez Pierre, je connaissais aucune chanson, puis ils m'ont demandé de jouer spontanément sur ce que j'entendais sans écouter une fois avant. Puis ce qui est sorti, c'est ce qui est sur le disque. OK. Est-ce que tu es sur plusieurs sélections, plusieurs cotes? Trois sélections. Trois tours. Donc, puis après ça, avant ça, tu avais joué un peu avec Cashton. Cashton, bon, des Amérindiens de la Côte-Nord, Florent Volant, puis Claude McKenzie. Comment s'est fait le contact avec eux? Le contact avec Cashton s'est fait par un ami commun qu'on a qui s'appelle Gilles Picard. Gilles H. Picard? Gilles H. Picard, que lui, il venait chez nous à ma maison au Village-Rond, puis il écoutait mes démos, puis il avait parlé à Florent, donc peut-être que je pourrais être une bonne source pour eux autres, là, sur l'album ou en spectacle. Finalement, Florent m'a fait monter 7 jours à cette île pour la pré-production de Aquatuta, leur troisième album. On a passé 7 jours chez quelqu'un là pour faire ça, puis après ça, j'ai fait le disque. Puis là, j'étais, quand ce disque-là fini, là, c'était Kevin en pleine ascension. Fait que là, j'étais full temps avec Kevin. Puis là, à un moment donné, je suis devenu un peu tanné. Parce que je trouvais que le public il commençait à se composer de monde de 13-14 ans. Alors que je n'étais pas habitué à ça. Les Beatles, les petites filles qui crient. Je comprends ça, mais je comprends très bien ça, mais moi, c'est pas mon rêve. Puis c'est là que Florent m'a appelé pour dire que le guitariste de tournée venait de lâcher. Fait que je l'ai remplacé au pied levé le lendemain, tout à nuit, toute bonne nuit. Puis là, j'ai commencé à jouer avec eux autres. Avec Cashton? Avec Cashton, pour la fin du groupe, jusqu'à la fin du groupe. C'est un peu une personne de ressource pour d'autres musiciens. Tu as fait des albums un peu pour d'autres gens, un peu comme étant leur guitariste ou un peu celui qui voit de la réalisation artistique, là, musicale dans l'album. C'est toi qui réalise, comme exemple avec Brian André ou avec Laurent Nicoué, Arthur Petit-Coué. Donc, ça, est-ce que ça amène pour toi une responsabilité? Ah oui, énorme. Parce que, je prends ça à cœur, puis la plupart des artistes que tu viens de nommer sont dans mon livre des grands artistes qui ont des sujets pas banals, puis pas cons du tout. Les paroles, quand je fais un long jeu, la plupart du temps, je demande de les traduire. Fait qu'au moins, je sais de quoi qu'elle parle. Ça m'aide dans mon jeu de guitare aussi. Puis ils me font confiance pour que je traite leurs affaires comme je pense. Puis en même temps, moi, je suis... comme j'ai pas un très gros ego, je suis à leur service. Puis je m'arrange pour qu'eux soient contents. Puis moi, je suis content quand eux sont contents. Puis à date, ils sont contents. Donc, autrement dit, si je comprends bien, toi, tu essaies vraiment de comprendre c'est quoi, ce dont ils te comprennent, être d'accord avec ce quoi ils parlent. Ouais. Puis en même temps, d'être au service, de mettre en valeur qu'est-ce qu'ils croient important, puis que toi aussi, que t'adhères. Exactement. Une chanson, il y a beaucoup quand même d'aspects dans une chanson. Plus qu'on pense, de l'intro à la finale, d'arriver, puis avec des choses courtes, très précises, puis qui
saisissent, et puis tout ça. Mais c'est ça que j'essaie de faire pour eux autres. Toujours que je leur dis les solos les plus courts possibles. Si on arrive à ton premier album, tu sais, Ouais. c'est quoi le cheminement qui t'a amené à ton premier CD? Cheminement. Je pense Parce que là, tu avais joué avec ouais. les Temps Racines, tu avais joué avec Kevin Ouais. Parent, tu avais enregistré avec différentes personnes, des tournées, puis là, à un moment donné, tu arrives avec un CD. Quelle année? J'ai c'est oui, Midnight Riders. Ça, c'est 97. 97, Ouais. ça disait. Ouais. Le cheminement, il est peut-être que depuis que je joue de la musique, surtout de la guitare, que je suis un griffonneux de textes, sur des papiers, n'importe quoi. Puis, Donc, c'est qui toi qui t'inspire au niveau des textes, que tu trouves qu'il fait des beaux textes? Jim Morrison. Jim En Morrison. tout cas, si on peut parler de un. OK. Parce que lui, c'est pour moi, c'est lui qui a les textes les plus courts puis que ça jase le plus. Mais il y en a des extraordinaires. J'ai grandi beaucoup sur Bob Dylan aussi. OK. C'est ça. Disons que ça a été mes. Ça, il y en a du mot, là. Ouais, il y en a du beau, il y en a pour tous les styles. Ouais. C'est pas mal eux autres. Puis moi, je suis toujours un griffonneux. Puis à un moment donné, à force de griffonner, il y a une couple de chansons qui venaient qu'à prendre forme. Puis là, je vois ça du monde, des fois. Puis là, pourquoi tu fais pas un disque? Puis je dis, faire un disque, pour moi, c'était mon temps. J'avais fait du studio pour d'autres, là, mais... Puis il y a un gars qui s'appelle Harold Boivin, à un moment donné, que je considère comme un gars très énergique, très sincère, qui m'a offert, je dis, je vais te le faire, ton disque. Fait que c'est là que ça a pris forme, quand je débarquais avec Kevin Parent pas mal. On est allé dans la cuisine chez eux, puis on a fait ça peut-être dans une dizaine d'heures, peut-être, c'était longé au complet. Ah ouais. La première album. OK. Puis les premières tunes que tu avais écrites, que tu avais considérées comme finies. Là. Fini, ben je gardais 2 cahiers. Ça, c'est en 97 qu'on parle, mais j'ai des cahiers anneaux là, de 30-40 pages. Je pense j'en ai 2 remplis de chansons que j'ai pas enregistrées, des chansons naïves, très naïves, des chansons d'ado. On parlait de sa blonde, de la vie est belle, puis bon. J'en ai repris une, d'ailleurs, sur le dernier disque que j'avais écrit en 82. Fait que j'écrivais... C'est quoi je voulais pas présenter nécessairement. Je le faisais comme thérapie pour... Exprimer. pour jaser avec moi, là, pour mettre sur papier. Pour le sortir. Pour le sortir, oui. Justement, bon, ça stade-ci de ton cheminement, après 3 albums à ton nom, tu parles depuis quelques années de faire un album en français. Ouais. Quelle difficulté ou défi cela représente-t-il pour toi? Aucun. Pour 2 raisons. Tous mes albums, j'ai toujours travaillé tout seul dans le sens de la réalisation. Pour l'album en français, j'ai 6 personnes qui sont que je dirais des monstres sacrés du Québec m'ont offert leur service ou leur aide par rapport à mon long jeu en français. Déjà là, si jamais je me sens comme pas bien ou quelque chose de même, je peux avoir de l'aide infinie de ce monde-là. De l'autre côté, ben, il y a des chansons en français que je traîne depuis un grand bout, qui sont prêtes à être TP. Et puis même en ce moment, quand j'ai le temps encore, j'ai 2 chansons où je m'amuse avec l'accent et les erreurs du langage québécois, à en faire presque une parodie que j'ai bien hâte de voir fini. Ça paraît drôle à dire comme ça. C'est pas pour se moquer rien, mais c'est juste comme une... Boutade. Ouais. L'humour. De l'humour pas blessant. Puis comme j'aime jouer avec les mots et les sonorités, ben, moi c'est sur les Z. Il y en a une, c'est sur les Z. On met un paquet de Z à des places qu'on ne devrait pas les mettre. Puis je suis en train d'en collectionner une méga partie que je vais faire sur une musique rap très heavy. C'est pour ça que tu trouves ça un peu plus frivole, un peu Je plus trouve ça un peu plus frivole parce que le monde est... Bon, je suis pas reconnu ils comme sont ça. plus habitués à toutes des petites chansons tristounettes un peu, là, puis... ouais. Donc, au niveau de l'aspect de ta personnalité artistique, là, tu sais, donc tu penses, quels sont un peu justement quel aspect, là, tu viens de dire qu'il y a un aspect un peu plus
un peu plus drôle, jouer sur les mots, un peu plus léger. Penses-tu que cet album-là va être plus léger? Non, l'album va être plus lourd en musique. Ça, c'est de quoi? C'est une décision que j'ai prise là, après avoir fait les 3 premiers qui ont sensiblement de la guitare plutôt douce, là, courte. Et puis là, quand je pratique à la maison ou que je m'amuse avec mes tâches, je me rends compte que j'ai changé de trip. J'aime mieux de quoi de plus explosif, de plus. Sans être encore un guitar slinger qui va jouer des licks ou quelque chose, mais j'ai envie de quoi de plus rock, de plus cru, et de plus direct. Parce que c'est un peu paradoxal, parce que habituellement, en français, les guitares sont plus accompagnatrices, elles vont plus accompagner que de se lâcher lousse. Puis là, toi, t'arrêtes de dire, bon, moi, je vais arriver avec des textes, mais en même temps, les guitares vont se lâcher plus lousse. C'est un peu à contre-courant. Ben oui, puis non. Tu conscient de ça? Oui, non. Ben, je vais donner juste un exemple. Admettons, Offenbach est parti. Ça fait longtemps que j'ai géré. Qui fait du blues rock en ce moment au Québec en français? Si j'arrive avec ça, moi, j'arrive avec de quoi de neuf, là. C'est plus dans cette vision-là de faire des choses qui ne se font pas en français au Québec. Si je fais un long jeu en français au Québec et je me mets à tout imiter, Boucher, Parent, tout le monde, ben, je suis pas dedans. Fait que moi, c'est plus voir ce qui se passe, un peu comme d'habitude, puis faire de quoi de différent.